Imagine un instant. Tu viens d'être trahi par ton meilleur ami. La personne à qui tu faisais le plus confiance a révélé ton secret le plus intime. Et aujourd'hui, tout le monde le connaît. Tu ressens une boule dans la poitrine, ton cœur bat plus vite, et ta première réaction est de la colère, de la haine. Peut être même du désir de vengeance. Et là, une petite voix s'élève. Pardonne, laisse tomber. Mais une autre voix, bien plus forte, hurle. Pourquoi devrais-je pardonner? Pourquoi à moi de faire cet effort? Cette tension intérieure, entre la volonté de se libérer et le besoin de justice, est au cœur d'une des plus grandes questions humaines. Faut-il pardonner à tout prix? Le pardon est célébré comme une vertu suprême dans presque toutes les traditions. Il est perçu comme noble, presque divin. Mais est-ce toujours juste? Faut-il pardonner à celui qui a brisé ta confiance? Faut-il pardonner à un bourreau, à celui qui a causé du mal volontairement? Faut-il pardonner quand l'autre n'a même pas demandé pardon? Et surtout pardonner, est-ce un acte de force ou parfois une faiblesse déguisée? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce thème explosif sous plusieurs angles. Le regard des stoïciens, comment Sénèque, Marc Aurèle et Épictète abordaient l'offense. Le poids du pardon dans les religions, du christianisme à l'islam, en passant par le bouddhisme. Les découvertes de la psychologie moderne, qui montrent que le pardon influence directement notre santé mentale, mais aussi les zones grises. Ces situations où pardonner peut être destructeur, où le pardon est utilisé comme une arme contre nous-mêmes. Nous irons plus loin que les discours tout faits, car si le pardon est une clé, encore faut-il savoir quelle porte il ouvre, celle de la libération ou celle de l'oubli forcé. Prépare-toi, ce voyage n'est pas seulement intellectuel, il est intime, car chacun de nous a une cicatrice, une trahison, une blessure, une histoire qu'on n'a jamais totalement digérée. Peut-être même que pendant cette vidéo, tu repenseras à une personne en particulier, et la grande question reviendra. Faut-il pardonner? Chapitre 1. Le pardon vu par les stoïciens. Les stoïciens vivaient dans un monde brutal. Guerre, esclavage, trahison politique, injustice sociale. Et pourtant, ils ont bâti une philosophie centrée sur la maîtrise de soi et la sérénité intérieure. Pour eux, l'offense n'était pas tant dans l'acte de l'autre que dans notre réaction à cet acte. Épictète. Tu n'as de pouvoir que sur toi-même. Épictète, né esclave, a connu l'humiliation, la souffrance physique et l'injustice. Pourtant, il enseignait que ce qui compte, ce n'est pas ce que l'autre te fait, mais ce que tu en fais intérieurement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Pour Épictète, pardonner n'était pas une obligation morale envers l'autre. C'était d'abord un acte de préservation intérieure. Si je laisse la rancune s'installer, je deviens prisonnier de celui qui m'a offensé. En revanche, si je lâche prise, je redeviens maître de moi-même. Autrement dit, pardonner, c'est d'abord se libérer soi-même. Sénèque. La colère est une folie passagère. Sénèque allait encore plus loin, en décrivant la colère comme une maladie de l'âme. Pour lui, garder rancune, c'est se condamner à vivre enchaîné à l'acte passé. La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du tort. Autrement dit, pardonner n'est pas excuser. C'est refuser de laisser l'offense nous transformer en miroir de notre agresseur. Mais attention, Sénèque ne disait pas qu'il faut tendre l'autre joue dans toutes les situations. Il reconnaissait que certaines offenses doivent être traitées par la justice ou la fermeté. Cependant, même dans ces cas, il conseillait de garder une âme apaisée, sans haine. Marc Aurèle, l'empereur qui pardonne. Marc Aurèle, empereur de Rome, avait chaque jour des ennemis, des complots, des trahisons. Pourtant, dans ses pensées pour moi-même, il répétait sans cesse l'importance de voir l'autre non comme un ennemi, mais comme un être humain faillible. L'homme commet l'injustice par ignorance. Pour lui, l'offenseur est comme un aveugle qui marche sur ton pied. Oui, cela fait mal. Mais faut-il haïr l'aveugle pour autant? Marc Aurèle voyait dans le pardon une conséquence de la compréhension. Si tu comprends la faiblesse humaine, tu ne t'étonnes plus de l'offense, et tu n'as plus besoin de nourrir la haine. Le stoïcisme, ni naïf, ni vengeur. La force des stoïciens, c'est qu'ils ne prenaient pas un pardon naïf. Ils savaient que certaines offenses nécessitent des réponses concrètes, mais ils distinguaient toujours deux choses. 1. La justice extérieure, défendre ses droits, protéger les innocents, appliquer la loi. 2. La paix intérieure, ne pas laisser la haine consumer son esprit. En résumé, pardonner, pour un stoïcien, ce n'est pas oublier, ce n'est pas justifier. C'est choisir la liberté intérieure, plutôt que l'enchaînement à la rancune. Chapitre 2. Le pardon dans les religions. Le pardon n'est pas seulement une vertu morale,
Dans la plupart des grandes traditions religieuses, il est présenté comme un chemin spirituel, parfois même comme une condition de salut. Pourtant, chaque religion l'aborde différemment. Certaines insistent sur le pardon absolu, d'autres sur un équilibre entre pardon et justice. Explorons ces nuances. Le christianisme. Le pardon comme commandement. Dans l'Évangile, Jésus va très loin. Il ne se contente pas de recommander le pardon, il l'érige en condition essentielle de la foi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Prière du Notre Père. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Pour les chrétiens, pardonner n'est pas facultatif. C'est un acte qui nous rapproche de Dieu. Le pardon est présenté comme une imitation du divin. Tout comme Dieu pardonne sans condition, l'homme est invité à faire de même. Mais ce message radical pose un problème. Doit-on pardonner même à celui qui ne regrette rien, même au criminel impénitent? Certains courants chrétiens insistent. Oui, le pardon est toujours un devoir. D'autres ajoutent une nuance. Pardonner ne signifie pas renoncer à la justice. On peut pardonner de cœur, tout en laissant la loi punir l'injustice. Le christianisme a marqué l'imaginaire collectif avec cette idée que le pardon est une libération spirituelle plus puissante que la vengeance. On pense à des figures comme Nelson Mandela, Desmond Tutu ou Martin Luther King, qui ont puisé dans cette vision pour bâtir des mouvements de réconciliation. L'islam, le pardon comme miséricorde. Dans le Coran, le pardon est également une valeur essentielle. Dieu est souvent décrit par deux noms, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. On lit par exemple que celui qui pardonne et se réconcilie sera récompensé par Allah. Sourate 42, 40. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate 40 et 1, 34. Cependant, à la différence du christianisme, l'islam met davantage en avant un équilibre entre justice et pardon. La victime a le droit de demander justice, mais si elle choisit de pardonner, c'est considéré comme un acte supérieur, digne de récompense spirituelle. On retrouve cette nuance dans le concept de qisas, loi du talion, et diya, compensation financière. La victime peut exiger réparation, mais elle peut aussi pardonner gratuitement, ce qui est vu comme une preuve de grandeur morale. Ainsi, dans l'islam, le pardon n'efface pas la responsabilité de l'offenseur, mais il élève moralement celui qui pardonne. Le bouddhisme, le pardon comme détachement. Le bouddhisme n'utilise pas toujours le mot pardon au sens religieux. Ici, l'idée est plutôt de se libérer des émotions négatives qui nous lient à l'offenseur. La rancune est vue comme une forme d'attachement, un poison mental qui empêche la sérénité. Bouddha disait « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent pour frapper quelqu'un, c'est soi-même qu'on brûle. » Ainsi, pardonner, ce n'est pas absoudre moralement l'autre, mais se libérer de sa propre souffrance intérieure. C'est un geste de compassion, car on reconnaît que l'autre agit souvent par ignorance ou par ses propres blessures. Dans le bouddhisme, pardonner n'est donc pas un commandement venu d'en haut, mais un outil pratique de libération. On lâche la rancune pour atteindre l'éveil. L'hindouisme, karma et pardon. Dans l'hindouisme, le pardon est lié à la loi du karma. Tout acte a des conséquences. Si quelqu'un t'a fait du mal, il en portera tôt ou tard les fruits, dans cette vie ou dans une autre. De ton côté, garder rancune ne fait que charger ton propre karma. Ainsi, pardonner, c'est un acte de purification personnelle, mais aussi de sagesse. Pourquoi s'alourdir de haine alors que l'univers finira par rétablir l'équilibre? Certains textes, comme les Puranas, mettent même le pardon au sommet des vertus. Le pardon est la force des forts, le pardon est le sacrifice des sages, le pardon est le refuge du monde entier. Le judaïsme, le pardon conditionnel. Dans la tradition juive, le pardon est central, mais il n'est pas automatique. La fête de Yom Kippour, le jour du grand pardon, est consacrée à la réconciliation. Mais attention, pour être pardonné par Dieu, il faut d'abord chercher le pardon auprès des hommes. Autrement dit, si j'ai blessé quelqu'un, je dois aller vers lui, reconnaître ma faute, demander réparation. Sans cette démarche, le pardon n'est pas complet. Cela met en lumière une nuance importante. Le pardon ne peut pas être forcé unilatéralement. Il suppose un dialogue, une reconnaissance. Points communs et différences. En comparant ces traditions, 3 grandes visions émergent. 1. Le pardon comme commandement divin. Christianisme. On pardonne parce que Dieu nous pardonne. 2. Le pardon comme choix moral supérieur. Islam. Judaïsme. On peut exiger justice, mais pardonner est un acte de grandeur. 3. Le pardon comme libération personnelle. Bouddhisme, hindouisme, stoïcisme. Pardonner, c'est d'abord se délivrer soi-même.
Toutes ces approches convergent sur un point. La rancune détruit plus celui qui la garde que celui qui l'a causée, mais elles diffèrent sur la manière d'articuler pardon et justice. Conclusion du chapitre. Le pardon, vu à travers les religions, est un miroir. Il reflète notre rapport à Dieu, à l'autre et à nous-mêmes. Certaines traditions veulent nous hisser vers le divin en pardonnant sans limite. D'autres nous rappellent que justice et pardon doivent marcher ensemble. Toutes, en revanche, nous préviennent. La rancune est un poison. Ainsi, le pardon n'est pas seulement une question morale. C'est une question de vie ou de mort intérieure. Chapitre 3. La psychologie moderne du pardon. Si les stoïciens et les religions nous parlent du pardon comme d'une vertu spirituelle ou philosophique, la psychologie moderne nous offre une perspective différente. Le pardon comme outil thérapeutique et scientifique. Depuis plusieurs décennies, des chercheurs en neurosciences et en psychologie clinique ont étudié ce qui se passe dans notre cerveau, notre corps et notre santé lorsque nous pardonnons ou lorsque nous refusons de pardonner. Les résultats sont surprenants. Pardonner ne change pas seulement notre âme, mais aussi notre biologie, les effets physiologiques de la rancune. Quand tu repenses à quelqu'un qui t'a blessé, ton corps réagit presque comme s'il revivait l'événement. Le rythme cardiaque augmente, la tension artérielle grimpe, le cortisol, l'hormone du stress, se libère. Une étude menée à Stanford a montré que ressasser une rancune augmente la fréquence cardiaque et la pression sanguine de façon significative. À long terme, cela peut contribuer à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires et à l'affaiblissement du système immunitaire. Autrement dit, garder rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre en souffre. C'est notre corps qui paie la facture. Le pardon comme médicament psychologique, mais l'inverse est aussi vrai. Des programmes thérapeutiques centrés sur le pardon ont montré des résultats étonnants. Moins de stress, les participants qui apprennent à pardonner voient leur taux de cortisol baisser. Moins de dépression. Une étude publiée dans le Journal of Behavioral Medicine a montré que pratiquer le pardon réduit les symptômes de dépression. Meilleur sommeil. Pardonner libère l'esprit des ruminations nocturnes, ce qui améliore la qualité du repos. Le docteur Robert Enright, pionnier de la thérapie par le pardon, a prouvé que des personnes victimes de trahisons graves, divorces, abus, conflits familiaux, retrouvaient une meilleure santé mentale après un processus de pardon guidé. Le cerveau du pardon. Les neurosciences révèlent que le pardon active des zones spécifiques du cerveau. Lorsqu'on imagine pardonner à quelqu'un, l'imagerie cérébrale montre une activation du cortex préfrontal liée à la prise de décision et à la régulation des émotions, et du striatum, zone associée à la récompense et au plaisir. En d'autres termes, pardonner procure une véritable satisfaction neurologique. Ce n'est pas seulement un choix moral, c'est une expérience qui réorganise notre cerveau, nous libérant du cycle de la colère. Le dilemme psychologique, pardon ou faiblesse. Mais la psychologie n'est pas naïve. Beaucoup de chercheurs rappellent que le pardon peut être mal compris. Le faux pardon. Dire qu'on pardonne, alors qu'en réalité on garde rancune. C'est un masque social, mais le cœur reste blessé. Le pardon imposé. Lorsqu'une victime est forcée de pardonner trop vite, sans avoir exprimé sa colère ni reçu justice. Ce pardon précipité peut aggraver le traumatisme. Le pardon toxique, utilisé par certains manipulateurs pour maintenir la victime sous contrôle. Tu dois pardonner, sinon tu es mauvais. La psychologie moderne insiste. Le pardon n'est pas une obligation morale universelle, c'est un choix personnel qui doit se faire au bon moment. Le processus thérapeutique du pardon. Les psychologues décrivent souvent le pardon comme un chemin en plusieurs étapes, et non comme un bouton magique. Voici un modèle inspiré du Dr Enright. 1. Reconnaître la blessure. Accepter qu'on a souffert, sans minimiser. 2. Exprimer sa colère. Dire ce qu'on ressent, à soi-même ou à un thérapeute. 3. Décider de pardonner, non pas pour excuser, mais pour se libérer. 4. Replacer l'offenseur dans son humanité. Comprendre qu'il est lui aussi imparfait, peut être prisonnier de ses blessures. 5. Se libérer émotionnellement. Choisir de ne plus laisser cette personne contrôler notre esprit. Ce processus peut durer des mois, voire des années, mais il est profondément transformateur. Les bienfaits prouvés du pardon, les études convergent. Pratiquer le pardon améliore presque tous les aspects de la vie psychologique. Moins d'anxiété, moins de rumination, plus d'empathie et de confiance. Relations plus saines, plus grand sentiment de liberté intérieure. Un article de la revue Personality and Social Psychology Bulletin souligne même que les personnes qui pratiquent le pardon vivent plus longtemps. Pourquoi ?
Parce qu'elles réduisent le stress chronique, principal facteur de vieillissement accéléré. Mais pardonner n'est pas oublier. La psychologie insiste sur un point crucial. Pardonner ne signifie pas effacer la mémoire. Oublier complètement une blessure est presque impossible, et ce n'est pas le but. Le vrai pardon consiste à se souvenir sans souffrir, à penser à l'événement, mais sans ressentir la même brûlure intérieure. C'est comme une cicatrice, elle reste visible, mais elle ne fait plus mal. Pardon et réconciliation. Deux réalités différentes. Beaucoup confondent pardon et réconciliation. La psychologie moderne les distingue clairement. Le pardon, c'est un acte intérieur. Je décide de ne plus être prisonnier de la haine. La réconciliation, c'est un acte extérieur. Je choisis de renouer la relation. On peut pardonner sans jamais se réconcilier. Par exemple, une victime d'abus peut pardonner intérieurement, pour retrouver sa paix, mais choisir de ne jamais revoir son agresseur. Cette nuance est essentielle pour éviter les dérives. Conclusion du chapitre. La psychologie moderne rejoint les stoïciens et les religions sur un point. Pardonner est libérateur. Mais elle nous donne aussi des outils concrets et des preuves scientifiques pour le comprendre. Oui, pardonner améliore la santé, le bien-être, la longévité. Non, pardonner n'est pas une faiblesse. Mais attention, pardonner ne signifie pas excuser, oublier ou se réconcilier. C'est avant tout un choix de souveraineté intérieure. Décider que ma vie ne sera plus contrôlée par l'offense subie. Chapitre 2. Le pardon selon les stoïciens. Quand on parle de pardon, on pense souvent à un geste moral, presque religieux. Tendre l'autre joue, effacer la faute, tourner la page. Mais pour les stoïciens, pardonner n'était pas une injonction morale au sens dogmatique. C'était avant tout une stratégie de survie intérieure. Les stoïciens, ces penseurs de l'Antiquité comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, voyaient le pardon non pas comme une faveur accordée à l'autre, mais comme une manière de garder la maîtrise de soi. 1. La maîtrise des émotions comme base du pardon. Pour un stoïcien, être esclave de sa colère, c'est être esclave tout court. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Ainsi, quand quelqu'un nous offense, la blessure réelle n'est pas dans l'acte, mais dans la représentation qu'on en fait. Le pardon, dans cette optique, n'est pas une faiblesse, c'est une victoire intérieure. Ne pas pardonner, c'est rester enchaîné à son offenseur. Pardonner, c'est reprendre sa liberté. 2. Marc Aurèle, l'empereur qui refusait la rancune. Imaginons un homme qui porte sur ses épaules l'empire romain tout entier, assailli de guerres, de complots et de trahisons. Cet homme, c'était Marc Aurèle, empereur stoïcien. Dans ses pensées pour moi-même, il se rappelait chaque matin: tu rencontreras aujourd'hui des ingrats, des arrogants, des traîtres, des jaloux, mais ce sont des hommes comme toi. Ce n'était pas un appel au cynisme, mais au pardon. Comprendre que les autres sont guidés par leurs faiblesses, comme nous le sommes par les nôtres. Marc Aurèle considérait que garder de la haine revenait à ajouter du chaos au chaos. Pardonner, au contraire, c'était maintenir sa paix intérieure malgré l'agitation du monde. 3. Sénèque, et l'art de relativiser l'offense. Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, connaissait mieux que personne la cruauté des hommes. Pourtant, il écrivait: « La plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. » Ici, le pardon n'est pas naïveté. Il s'agit de se protéger de la contamination morale. Haïr, c'est devenir semblable à l'ennemi. Pardonner, c'est rester fidèle à soi-même. 4. Pardon ou indifférence. Une nuance importante. Chez les stoïciens, le pardon n'était pas toujours exprimé par des mots ou des gestes de réconciliation. Il se rapprochait souvent de l'indifférence. Si quelqu'un t'insulte, disait Épictète, c'est comme s'il criait contre le vent. Tu peux choisir de ne pas recevoir l'insulte. Le pardon, alors, n'est pas un effort douloureux, mais simplement le refus de donner du pouvoir à l'offense. 5. Le pardon comme entraînement de l'âme. Pour les stoïciens, chaque offense était une occasion de s'exercer. Pardonner n'était pas une fin en soi, mais une gymnastique spirituelle. Comme un boxeur qui se renforce à chaque coup reçu, le stoïcien utilisait l'injustice comme un moyen de forger sa patience, son calme et sa grandeur d'âme. Ainsi, dans la pensée stoïcienne, le pardon n'est pas une dette qu'on règle à l'offenseur, mais un cadeau qu'on s'offre à soi-même, la sérénité. Mais ce n'est là qu'une vision parmi d'autres. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment le pardon est perçu dans les grandes religions du monde. Christianisme, islam, bouddhisme, 3 traditions, 3 façons d'aborder cette même question universelle. Chapitre 5, le dilemme. Pardonner, libère-t-il ou enferme-t-il? Voilà un paradoxe qui a nourri des milliers de débats.
Le pardon est-il un acte de libération ou, au contraire, un piège subtil qui nous enferme dans un rôle de victime supérieure? Beaucoup affirment que pardonner, c'est se libérer. Libérer son esprit, ses émotions, et couper le lien toxique avec celui qui nous a blessés. Les psychologues le disent. La rancune empoisonne plus celui qui la porte que celui qui en est la cible. En pardonnant, on reprend le contrôle de sa propre paix intérieure. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En d'autres termes, c'est moins l'offense en elle-même qui nous détruit que le fait de ruminer et de garder vivante la douleur. Pardonner devient alors un acte d'hygiène mentale, une manière d'empêcher la blessure de s'infecter. Mais l'autre côté du miroir existe aussi. Certains soutiennent que pardonner trop vite ou trop facilement, c'est légitimer l'offense, c'est laisser l'autre croire qu'il a bien fait. C'est pourquoi certaines victimes se sentent encore plus prisonnières après avoir pardonné. Elles croient avoir accompli un devoir moral, mais en réalité elles n'ont fait que refouler leur colère. Et refouler n'est pas guérir. Ici, le pardon devient une prison, une forme de masque social. On sourit, on dit « j'ai tourné la page », mais au fond, la plaie est encore béante. Alors, libération ou enfermement? Tout dépend de la conscience derrière l'acte. Si le pardon vient d'un choix profond, réfléchi, il ouvre une porte. S'il est imposé par la société, la religion ou la peur de passer pour quelqu'un d'aigri, il devient une nouvelle chaîne. En vérité, le pardon est une arme à double tranchant. Il peut être un élan qui nous élève ou une obligation qui nous écrase. Et la clé est de comprendre que pardonner n'est pas une obligation universelle, mais un choix individuel, intime, qui ne regarde que nous. Chapitre 6. Les cas où pardonner est dangereux. Le pardon, bien que puissant et libérateur dans la plupart des situations, n'est pas une panacée. Il existe des contextes où pardonner peut être non seulement inutile, mais dangereux, voire destructeur. 1. L'abus et la manipulation. L'un des cas les plus critiques concerne les relations abusives. Dans les couples toxiques, avec des manipulateurs ou des agresseurs, pardonner peut être assimilé à un renforcement du contrôle de l'agresseur. Par exemple, une victime d'abus répété pardonne constamment, espérant que l'autre changera. Mais le pardon devient alors une boucle infernale. La personne abusive reçoit un signal qu'elle peut continuer son comportement sans conséquence, et la victime se retrouve piégée dans un cycle d'humiliation et de souffrance. Psychologues et thérapeutes insistent sur ce point. Pardonner ne signifie jamais rester dans un environnement dangereux. Le pardon ne doit jamais se faire au détriment de sa sécurité physique et émotionnelle. 2. La pression sociale et religieuse. Parfois, la société ou la religion impose le pardon comme un devoir moral. Dans certains contextes, ne pas pardonner est perçu comme un signe de faiblesse ou de mauvaise foi. Le problème, c'est que le pardon imposé ou anticipé devient une obligation toxique. La victime peut se sentir coupable de ne pas pardonner, et cette culpabilité s'ajoute à la douleur initiale. Exemple concret. Dans certaines communautés religieuses, les victimes de trahison ou d'injustice sont poussées à pardonner rapidement, sous peine d'être considérées comme rancunières. Or, ce pardon forcé refoule l'émotion, empêche la cicatrisation et peut créer un trauma psychologique durable. 3. Le pardon prématuré. Un autre danger est le pardon prématuré. Quand on pardonne avant d'avoir pleinement exprimé sa colère, ses frustrations et sa tristesse, le pardon devient superficiel. La psychologie moderne montre que le pardon doit être précédé d'un processus d'expression émotionnelle. Ignorer ou minimiser la colère n'est pas pardonner, c'est la cacher. Et les émotions refoulées finissent toujours par ressurgir, parfois de manière violente et destructrice. 4. Le pardon dans les affaires ou la politique. Le pardon n'est pas seulement personnel. Il s'applique aussi aux contextes sociaux et politiques. Pardonner trop vite à des criminels, des politiciens corrompus ou des entreprises malhonnêtes peut envoyer le mauvais message, celui de l'impunité. Par exemple, des scandales financiers où les victimes pardonnent publiquement l'entreprise fautive peuvent encourager des pratiques malhonnêtes à se répéter. Ici, le pardon peut affaiblir la justice et renforcer l'injustice. 5. La fausse réconciliation. Souvent, pardonner est confondu avec réconciliation. Mais comme nous l'avons vu, ce sont deux choses différentes. Pardonner ne veut pas dire oublier, ni renouer le lien. Quand le pardon est interprété par l'autre comme une validation ou une invitation à revenir, il peut devenir un piège émotionnel. La victime se retrouve à devoir gérer non seulement ses blessures passées, mais aussi de nouvelles offenses, créant un cycle sans fin. 6. Comment se protéger tout en pardonnant? Alors, comment trouver un équilibre? La clé est de distinguer 1.
Le pardon intérieur. Un choix personnel pour libérer son esprit, sans besoin de l'exprimer à l'autre. 2. La justice et la protection. Prendre les mesures nécessaires pour se protéger ou faire appliquer la loi. 3. Le timing. Ne pas précipiter le pardon, attendre d'avoir traité ses émotions. Le vrai pardon est un acte de souveraineté sur sa propre vie, pas une faveur faite à l'offenseur. Conclusion du chapitre, le pardon peut être une arme à double tranchant. Il libère, mais mal utilisé, il enferme. Il est puissant, mais il n'est jamais obligatoire. Il doit être conscient, réfléchi, et toujours accompagné de prudence et de protection. Dans le prochain chapitre, nous verrons la différence entre pardonner et oublier, une distinction cruciale pour éviter ces pièges et faire du pardon un véritable outil de liberté intérieure. Chapitre 7. La différence entre pardonner et oublier. L'une des confusions les plus fréquentes autour du pardon est de le confondre avec l'oubli. Pourtant, pardonner et oublier sont deux processus complètement différents, et comprendre cette nuance est essentiel pour ne pas se piéger. 1. Pourquoi oublier n'est pas nécessaire? Oublier implique d'effacer l'événement, comme si rien ne s'était passé. Mais la mémoire est une fonction essentielle à la survie. Elle nous permet de ne pas répéter les mêmes erreurs et de protéger nos limites. Le stoïcien Marc Aurèle disait « Se souvenir n'est pas souffrir à nouveau ». Pardonner, en revanche, signifie choisir de ne plus ressentir la rancune ou la haine, tout en conservant la mémoire de l'offense. Tu peux te souvenir de ce qui t'a blessé, mais décider que ça ne contrôlera plus tes émotions. 2. La mémoire comme outil de liberté. Garder en mémoire une offense n'est pas incompatible avec le pardon. Au contraire, cela permet de apprendre de l'expérience, identifier ses limites pour mieux se protéger à l'avenir, mesurer sa propre progression en voyant combien on a réussi à lâcher prise émotionnellement. L'oubli complet est souvent un mythe. Il est rare d'effacer totalement une blessure. Pardonner, c'est accepter la mémoire sans souffrir. 3. Exercices pratiques pour pardonner sans oublier. Voici quelques exercices inspirés de la psychologie moderne et des enseignements stoïciens. Exercice 1. L'écriture libératrice. Écris une lettre à la personne qui t'a offensé, sans intention de l'envoyer. Exprime toute ta colère, ta douleur, tes frustrations. Relis ensuite la lettre et souligne ce qui te semble injuste et ce que tu es prêt à laisser tomber. Enfin, écris une phrase de libération personnelle, par exemple. Je choisis de ne plus laisser cette offense contrôler mes émotions. Cet exercice permet de séparer mémoire et rancune, de mettre des mots sur la souffrance tout en amorçant le pardon. Exercice 2. La méditation de la compassion. Ferme les yeux et respire profondément. Visualise la personne qui t'a blessé. Ne cherche pas à justifier l'acte, mais essaie de voir la personne comme un être humain faillible. Répète mentalement. Je ne cherche pas à oublier, mais je choisis de libérer mon esprit de la haine. Cette méditation aide à renforcer la maîtrise de soi, comme le préconisaient les stoïciens. Exercice 3. La visualisation des limites. Imagine la personne qui t'a offensé. Trace mentalement une barrière entre toi et elle. Tu restes protégé et vigilant, mais libre intérieurement. Cet exercice montre que pardonner ne signifie pas laisser entrer l'autre à nouveau dans ta vie. Tu choisis de pardonner, mais pas de réengager le lien. 4. Témoignages et études. Des études montrent que les personnes qui pardonnent mais se souviennent de l'offense ont moins de stress et de colère que celles qui essaient d'oublier complètement ou qui restent dans la rancune. Par exemple, un article publié dans le Journal of Clinical Psychology a suivi des victimes de trahison grave pendant 6 mois. Celles qui avaient intégré le pardon sans oublier présentaient une amélioration significative de la santé mentale et des relations sociales. 5. Le pardon conscient, un acte de liberté. En résumé, oublier, effacer la mémoire, parfois impossible et pas nécessaire. Pardonner, libérer son esprit et ses émotions, tout en gardant la mémoire comme outil d'apprentissage et de protection. C'est un acte de souveraineté. Tu choisis ce que tu laisses pénétrer dans ton esprit et ce qui reste à distance. 6. Transition vers le chapitre suivant. Maintenant que nous savons comment pardonner sans oublier, il est temps de s'inspirer de histoires vraies de pardon, de personnes qui ont affronté des offenses graves et ont choisi de se libérer intérieurement. Ces exemples concrets vont montrer que le pardon n'est ni naïf ni abstrait. C'est une pratique, un choix puissant, applicable dans la vraie vie. Chapitre 8. Histoires inspirantes de pardon. Après avoir exploré le pardon sous l'angle philosophique, religieux et psychologique, il est temps de voir le pardon en action. Des histoires vraies où des individus ont choisi de se libérer malgré des offenses extrêmes. Ces récits montrent que le pardon n'est pas naïf, mais une force transformante. 1. Nelson Mandela.
Pardonner pour reconstruire une nation. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison sous le régime de l'apartheid. Il aurait eu toutes les raisons de nourrir la haine contre ses geôliers et contre ceux qui avaient opprimé son peuple. Pourtant, dès sa libération, il a choisi une voie audacieuse, pardon et réconciliation. Plutôt que de se venger, il a promu la création d'une commission vérité et réconciliation pour écouter les victimes et les coupables. Ce choix n'a pas été facile. Mandela savait que pardonner ne signifiait pas oublier ou effacer l'injustice, mais ne pas laisser la haine guider ses décisions. Ce pardon stratégique a permis de reconstruire une nation fracturée et de limiter un cycle de violence. Leçon: pardonner peut être un acte de force et de vision, même dans les situations où la douleur est immense. 2. Desmond Tutu et la vérité pour guérir. L'archevêque Desmond Tutu, un autre acteur majeur de la réconciliation sud-africaine, a travaillé avec Mandela pour créer un espace où la parole et le pardon coexistaient. Tutu insistait sur un point crucial. Pardonner ne signifie pas nier la souffrance, mais reconnaître la réalité, tout en choisissant de ne pas être consumé par la vengeance. La commission Vérité et Réconciliation a permis à de nombreuses victimes de crimes graves d'exprimer leur douleur, puis de libérer leur colère intérieure, un pas fondamental vers le pardon. Leçon: le pardon nécessite souvent un processus structuré, un cadre où la justice et la libération émotionnelle peuvent coexister. 3. Victimes de crimes violents. Le pardon comme choix personnel. Il existe de nombreux récits de victimes directes de violences graves qui ont choisi de pardonner pour reprendre le contrôle de leur vie. Par exemple, dans certaines histoires documentées aux États-Unis, des victimes de viols ou d'agressions ont rencontré leurs agresseurs en thérapie, non pour excuser leurs actes, mais pour s'affranchir du ressentiment. Certaines ont témoigné que pardonner leur a permis de retrouver la paix intérieure et de se reconstruire émotionnellement. D'autres ont choisi de pardonner uniquement dans leur cœur, sans jamais renouer de contact, ce qui leur a suffi pour avancer. Leçon: le pardon n'implique jamais de mettre sa sécurité ou sa dignité en danger. C'est un acte intérieur et souverain. 4. Le pardon dans les conflits collectifs. Au-delà des individus, le pardon a joué un rôle majeur dans les conflits historiques. Rwanda. Après le génocide, certaines initiatives communautaires ont permis aux survivants de rencontrer les auteurs, écouter leurs excuses et choisir de pardonner. Cela a aidé à reconstruire des villages et des relations brisées. Irlande du Nord. La réconciliation entre communautés catholiques et protestantes a reposé sur des programmes de dialogue et de pardon, permettant de réduire la haine intergénérationnelle. Ces exemples montrent que le pardon, même dans des contextes extrêmes, peut transformer des sociétés entières, à condition qu'il soit accompagné de dialogue et de justice. 5. Le pardon ordinaire. Petites histoires puissantes. Toutes les histoires inspirantes ne concernent pas Mandela ou des conflits historiques. Le pardon se manifeste aussi dans la vie quotidienne. Une personne trahie par un ami proche choisit de ne pas répondre par la vengeance et reprend contact plus tard avec un cœur léger. Un parent pardonne à un enfant pour un mensonge ou un acte blessant, non pour excuser, mais pour préserver la relation et montrer l'exemple. Un collègue pardonne à un partenaire toxique, se libérant ainsi du stress et retrouvant un environnement de travail plus sain. Ces petites histoires démontrent que le pardon est un outil accessible à tous, applicable à toutes les situations, grandes ou petites. 6. Point commun des histoires inspirantes. En analysant ces récits, on constate 3 constantes. 1. Le pardon est un choix. Personne ne peut vous obliger à pardonner. 2. Il libère d'abord celui qui pardonne, pas forcément l'offenseur. 3. Il n'efface pas l'offense. Il transforme la relation à la douleur et à la mémoire. Le pardon devient ainsi un acte de puissance intérieure, un moyen de se réapproprier sa vie face à l'injustice. 7. Exercice pratique pour s'inspirer de ces histoires. Pour intégrer ces leçons dans votre vie. Journal du pardon. Chaque semaine, notez une personne ou situation pour laquelle vous ressentez encore de la colère. Écrivez ce que vous êtes prêt à libérer et ce que vous gardez en mémoire. Visualisation des héros. Imaginez comment Mandela ou Tutu auraient réagi dans votre situation. Quelles émotions auraient-ils choisi de libérer? Dialogue intérieur. Parlez à votre propre colère. Dites-lui que vous la reconnaissez, mais que vous choisissez de ne plus être contrôlé par elle. Ces exercices aident à passer de l'inspiration à l'action, à appliquer le pardon dans votre quotidien sans naïveté, ni renoncement à vos limites. 8. Maintenant que nous avons vu le pardon à travers des exemples inspirants et concrets, il reste une question essentielle. Quand ne pas pardonner? Le prochain chapitre explorera la notion de justice et de limites personnelles.
afin de savoir où placer la frontière entre pardon et protection. Chapitre 9. Quand ne pas pardonner. La notion de justice. Si le pardon est souvent présenté comme un acte libérateur, il existe des contextes où ne pas pardonner devient nécessaire, non par vengeance, mais pour protéger sa dignité, sa sécurité et le sens de la justice. Le pardon, lorsqu'il est mal placé, peut devenir un piège. Il peut permettre à l'offenseur de reproduire ses abus ou à une société de valider l'injustice. Comprendre quand refuser de pardonner est donc essentiel pour éviter de confondre liberté et passivité. 1. La différence entre justice et vengeance. Souvent, on croit que ne pas pardonner équivaut à vouloir se venger. En réalité, la psychologie et l'éthique distinguent clairement ces notions. Vengeance. Chercher à infliger un mal à l'autre, motivé par la colère ou la haine. Justice. Rétablir l'équilibre, protéger les victimes et maintenir des limites claires. Ne pas pardonner peut être un acte juste, non émotionnel, mais rationnel et protecteur. Par exemple, une victime de fraude ou de violence peut choisir de poursuivre l'auteur en justice. Elle ne nourrit pas la haine, mais exige réparation et sécurité pour elle-même et pour les autres. 2. Quand le pardon devient toxique, comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 6, pardonner peut être dangereux si la personne abusive continue ses offenses. La société ou la religion impose le pardon comme obligation morale. La victime refoule sa colère pour se conformer à un idéal de bonté ou de supériorité morale. Dans ces cas, ne pas pardonner est un acte de lucidité, permettant à la victime de se protéger et de poser des limites. 3. Le rôle de la justice dans le pardon. La justice et le pardon ne sont pas incompatibles, mais complémentaires. Un pardon conscient repose souvent sur le respect de certaines conditions. 1. Reconnaissance de la faute. L'offenseur admet son erreur. 2. Réparation. Restitution ou compensation lorsque possible. 3. Engagement à ne pas répéter l'offense. Le pardon ne vaut que si l'offenseur change de comportement. Sans ces conditions, pardonner risque de minimiser la responsabilité de l'autre et de nuire à l'équilibre moral. 4. Pardon et limites personnelles. Ne pas pardonner peut aussi être un moyen de préserver son intégrité personnelle. Dans une relation toxique, refuser de pardonner peut signifier mettre fin à une relation destructrice. Dans un environnement professionnel, refuser de pardonner un sabotage ou une trahison peut signifier définir ses limites et protéger sa carrière. Le refus de pardonner n'est donc pas une vengeance. C'est un acte de souveraineté et de respect de soi. 5. Exemples historiques de refus de pardon justifié. 5,1. Les victimes de crimes de masse. Certaines victimes de crimes historiques refusent de pardonner non par haine, mais pour préserver la mémoire et la justice. Par exemple, les survivants de l'Holocauste ont parfois choisi de ne jamais pardonner aux nazis, estimant que le pardon effacerait la gravité des crimes. Dans certains conflits ethniques, le refus de pardon sert à témoigner et à protéger les générations futures. 5,2. Les affaires contemporaines. Dans la vie moderne, certaines victimes de violences ou de fraude choisissent de ne pas pardonner, tant que l'offenseur n'a pas assumé ses responsabilités. Cela permet de protéger la société et de créer des normes de responsabilité. 6. Exercice pratique pour déterminer si pardonner est approprié. Pour savoir si le pardon est approprié dans votre situation, exercice 1. L'échelle du pardon. Note sur une échelle de 1 à 10 combien tu es prêt à pardonner chaque personne ou situation. Les scores faibles indiquent qu'il vaut mieux attendre ou ne pas pardonner. Exercice 2. Le journal de justice. Liste les injustices subies. Pour chaque situation, note si un pardon prématuré risquerait de mettre en danger ta sécurité, tes droits ou ton intégrité. Exercice 3. Les limites à poser. Pour chaque offense, écris quelles limites tu veux maintenir. Physique, émotionnelle, professionnelle. Le pardon, si tu choisis de l'accorder, doit respecter ses limites. Ces exercices permettent de transformer le pardon en un choix conscient et sécurisé, plutôt qu'un acte automatique ou imposé. 7. Conclusion du chapitre. Ne pas pardonner n'est pas un échec moral. C'est parfois un acte de protection, de lucidité et de justice. Le pardon conscient exige un équilibre subtil, libérer son esprit et ses émotions, maintenir la justice et la responsabilité, poser des limites claires pour se protéger. Le vrai pardon n'est jamais naïf. Il doit être réfléchi et aligné sur nos valeurs et notre sécurité. Chapitre 10. Les stratégies pour pratiquer un pardon conscient et efficace. Après avoir exploré le pardon dans toutes ses dimensions, philosophiques, religieuses, psychologiques et historiques, il est temps de passer à l'action.
Comment pratiquer un pardon conscient, qui libère sans nous affaiblir, et qui nous permet de garder notre intégrité et nos limites. Voici un guide étape par étape pour transformer le pardon en un outil puissant et pratique. 1. Comprendre ce qu'est le pardon. Avant tout, clarifiez votre vision du pardon. Le pardon n'est pas oublié. Le pardon n'excuse pas l'offense. Le pardon est un choix personnel pour se libérer. Cette clarification mentale est essentielle pour éviter les pièges du faux pardon ou du pardon imposé. 2. Identifier l'émotion réelle. Souvent, nous croyons pardonner alors que nous refoulons simplement notre colère ou notre douleur. La première étape consiste donc à reconnaître l'émotion exacte. Colère, tristesse, déception, humiliation. La nommer et la ressentir pleinement, sans jugement. Acceptez que cette émotion soit normale et qu'elle ne définit pas votre identité. Exercice pratique. Prenez 10 minutes par jour pour écrire vos émotions liées à l'offense. Relisez-les pour mieux comprendre vos ressentis. 3. Décidez consciemment de pardonner. Le pardon conscient commence par une décision active. Il ne s'agit pas d'un automatisme ni d'un impératif moral. Décidez de libérer votre esprit, de réduire l'emprise de la colère sur votre vie. Formulez votre intention à voix haute ou par écrit. Je choisis de pardonner, non pour excuser, mais pour libérer mon esprit. Cette décision est un acte de souveraineté intérieure. 4. Utilisez la méditation et la visualisation. Les techniques de méditation permettent de transformer l'émotion en énergie libératrice. Fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez la personne qui vous a blessé, mais imaginez une barrière protectrice entre vous et elle. Répétez mentalement « Je garde ma mémoire, je libère ma colère ». La visualisation aide à séparer le pardon de la réconciliation et à renforcer la maîtrise émotionnelle. 5. Transformer la mémoire en apprentissage. Conserver la mémoire de l'offense n'empêche pas de pardonner. Elle devient un outil d'apprentissage. Qu'ai-je appris sur moi-même à travers cette expérience? Quelles limites ai-je découvertes ou renforcées? Comment puis-je éviter de reproduire le même schéma dans le futur? La mémoire devient alors un guide, pas une prison. 6. Communiquer le pardon, ou pas. Décider de pardonner ne signifie pas toujours l'exprimer à l'autre. Le pardon peut rester intérieur si la relation est terminée ou toxique. Lorsque vous choisissez de l'exprimer, faites-le calmement et clairement, sans justifier l'offense, ni chercher l'approbation de l'autre. Exemple pratique. Écrire une lettre de pardon que vous ne lirez jamais à l'offenseur. Cela symbolise la libération intérieure. 7. Intégrer la pratique du pardon dans le quotidien. Le pardon n'est pas un acte unique. Il devient une discipline quotidienne. Chaque fois que la colère ou le ressentiment surgit, notez-le, respirez et rappelez-vous votre décision de pardonner. Visualisez la personne, votre barrière protectrice et votre liberté intérieure. Célébrez chaque petit succès. Même un instant de calme après avoir ressenti la colère est un progrès. Cette répétition transforme le pardon en compétence émotionnelle durable. 8. Pardonner soi-même. Souvent oublié, le pardon commence par soi-même. Nous nous culpabilisons pour des erreurs passées. Nous nous jugeons sévèrement pour des choix que nous regrettons. Le pardon conscient inclut l'acceptation de ses propres imperfections. Écrire une lettre à soi-même pour libérer la culpabilité. Se répéter « J'ai fait de mon mieux à ce moment-là. Je choisis de me pardonner ». Se pardonner soi-même est une étape cruciale pour pouvoir pardonner aux autres sans condition. 9. Exercice combiné pour un pardon efficace. Voici un protocole en 5 étapes pour pratiquer le pardon de manière consciente. 1. Reconnaissance. Nommez votre émotion. 2. Expression. Écrivez, parlez ou méditez pour libérer la colère. 3. Décision. Formulez votre choix de pardonner. 4. Visualisation. Créez une barrière protectrice et imaginez la libération. 5. Intégration. Appliquez ces étapes quotidiennement, même sur de petites offenses. Ce protocole permet de transformer le pardon en un outil concret de liberté émotionnelle et de croissance personnelle. 10. Conclusion du chapitre. Le pardon conscient et efficace n'est ni naïf ni obligatoire. Il est un choix actif, fondé sur la maîtrise de soi, la justice et le respect des limites personnelles. Il libère l'esprit et le corps. Il protège la dignité et l'intégrité. Il transforme la mémoire douloureuse en apprentissage. En intégrant ces stratégies, chacun peut pratiquer un pardon réel, puissant et durable, capable de changer sa vie et ses relations. Chapitre 11. Conclusion et synthèse. Après avoir exploré le pardon sous toutes ses dimensions, philosophiques, religieuses, psychologiques, historiques et pratiques, il est temps de synthétiser les idées clés et de laisser le spectateur repartir avec des outils concrets pour sa vie. 1. Le pardon, un choix et une puissance intérieure. Nous avons vu que le pardon n'est jamais obligatoire.
Il n'est pas un acte de faiblesse, ni un effacement de l'offense. Au contraire, pardonner, c'est reprendre le contrôle de ses émotions. Pardonner, c'est se libérer de la haine et de la rancune. Pardonner, c'est un acte de souveraineté sur sa propre vie, comme le rappelaient les stoïciens. Cette première leçon est essentielle. Le pardon est avant tout pour vous-même, pas pour l'autre. 2. Quand pardonner et quand ne pas pardonner. Nous avons exploré les situations où pardonner est bénéfique et celles où il peut être dangereux. Pardonner est bénéfique lorsque l'offense peut être comprise, que l'émotion est contrôlable et que le pardon ne met pas en danger la personne. Ne pas pardonner devient nécessaire lorsqu'il y a danger, manipulation, injustice persistante ou que le pardon serait prématuré et toxique. Le pardon conscient exige donc discernement et lucidité. 3. Le pardon dans l'histoire et la société. À travers des exemples inspirants, Mandela, Desmond Tutu, les victimes de crimes et les conflits collectifs, nous avons constaté que le pardon peut transformer des vies individuelles en libérant les victimes de la colère et du ressentiment, réparer des sociétés brisées en facilitant la réconciliation et la paix, créer des modèles durables où la mémoire et la justice coexistent avec la libération intérieure. Le pardon est ainsi une force qui dépasse la dimension personnelle. 4. Les stratégies pour un pardon conscient. Nous avons présenté un protocole pratique en 5 étapes. 1. Reconnaissance. Identifier et nommer ses émotions. 2. Expression. Libérer la colère par l'écriture, la parole ou la méditation. 3. Décision. Choisir activement de pardonner. 4. Visualisation. Créer une barrière protectrice et imaginer la libération. 5. Intégration. Répéter ce processus pour transformer le pardon en habitude et compétence émotionnelle. Ces stratégies permettent de pratiquer un pardon solide et efficace, qui libère sans affaiblir. 5. Exercices pratiques à retenir. Journal de pardon. Notez chaque offense et vos décisions face à elle. Méditation de la compassion. Visualisez la personne tout en maintenant une distance protectrice. Dialogue intérieur. Parler à sa colère pour la transformer en énergie positive. Pardon de soi. Se libérer de la culpabilité et accepter ses propres erreurs. Ces exercices rendent le pardon actif, conscient et transformateur. Au final, le pardon est bien plus qu'un geste moral. C'est une discipline de vie inspirée des stoïciens, des religions et des psychologues. Une libération intérieure qui permet de vivre sans être prisonnier de la haine. Une puissance transformatrice, capable de changer non seulement nos relations, mais aussi notre société. Le spectateur est invité à réfléchir, pratiquer et intégrer ces enseignements dans sa vie quotidienne, qu'il s'agisse de petites offenses ou de blessures profondes. Pour conclure, rappelons les mots de Nelson Mandela. Pardonner est une action puissante qui libère l'âme et transforme le monde. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre une voie vers la sérénité, la liberté et la croissance personnelle. Il transforme la mémoire douloureuse en sagesse et force intérieure. Le pardon est un choix conscient, un outil de maîtrise de soi et un moyen de construire une vie plus harmonieuse et authentique.